Le soleil se levait timidement derrière les Alpilles, teintant d'or les planches usées de la vieille terrasse où Joachim Martel s'asseyait chaque matin. À 35 ans, le gardien portait déjà sur son visage des marques profondes qui le vieillissaient avant l'heure. Le café noir et serré, exhalant une odeur de braise à peine éteinte, réchauffait ses mains calleuses, tandis que ses yeux parcouraient l'immensité de la Camargue qui s'étendait devant lui. Mistral, son cheval, grattait nerveusement le sol en terre battue de l'enclos voisin. L'animal à la robe alezane et au tempérament aussi fort que celui de son maître semblait pressentir que ce jour serait différent des autres. Joachim observa le comportement de la bête avec curiosité, mais replongea bientôt dans ses propres pensées. « Tranquille, Mistral », murmura-t-il, bien qu'il sût que le cheval ne l'entendrait pas à cette distance. Le jour commence à peine. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait perdu Thérèse, sa femme, emportée par une fièvre que ni le guérisseur ni le médecin du village n'avaient pu vaincre. La maladie était venue, rapide et impitoyable, comme un orage qui surgit sans crier gare à l'horizon, balayant tout sur son passage. Le jour de l'enterrement, il avait plu si fort que le cimetière était devenu un bourbier, comme si le ciel pleurait ce que Joachim, paralysé par la douleur, ne parvenait pas à exprimer. Depuis, il se réfugiait dans le travail harassant du mas du Bon Repos, où il travaillait depuis l'enfance et dont il était maintenant le régisseur. Le grincement de la corde contre le cuir, le son des vaches, meuglant au loin, la chaleur du soleil sur son dos, c'est à cela qu'il s'ancrait pour ne pas sombrer complètement. La solitude était devenue sa compagne silencieuse, et la petite maison où il vivait, autrefois pleine de projets et de rêves partagés, résonnait désormais de vide. Le père Gérard, le propriétaire du domaine, lui avait suggéré plus d'une fois de se trouver une autre compagne. Il disait que l'homme n'était pas fait pour vivre seul, encore moins dans cette région sauvage. Mais Joachim esquivait le sujet comme il esquivait les flaques d'eau sur le chemin. Pour lui, certaines douleurs ne guérissaient pas. On apprenait seulement à en porter le poids. La tasse de café était déjà vide lorsque le soleil se montra enfin entièrement. Joachim se leva, étira son dos endolori par une nuit mal dormie sur un matelas de paille et se dirigea vers la petite pièce qui servait de cellier. Il prit un morceau de pain sec et le mordit avec force. C'était son petit déjeuner de presque tous les jours, simple et pratique. Les sillons sur son visage paraissaient plus profonds à la lumière directe du matin. Malgré sa jeunesse, il n'avait pas encore 40 ans, il y avait dans son expression une dureté que seul le temps et la douleur peuvent sculpter. Ses cheveux noirs présentaient déjà des fils blancs sur les tempes, et ses mains rugueuses racontaient des histoires de labeur et de persévérance. Il enfila sa chemise de coton délavée, la boutonnant avec soin, comme si ce geste simple exigeait toute sa concentration. Il posa son chapeau de gardien sur sa tête, ajusta la boucle de sa ceinture où reposait son couteau de travail, et sortit dans la cour. Il devait vérifier la clôture du pâturage nord, qui avait cédé avec les dernières pluies, puis mener quelques bêtes vers le nouveau pré. La vie continue, murmura-t-il pour lui-même, comme un mantra qu'il répétait chaque matin. L'odeur de la terre mouillée par la rosée de la nuit apportait une fraîcheur passagère qui serait bientôt remplacée par la chaleur impitoyable de midi. Joachim adorait ce moment de la journée où le monde semblait neuf, pas encore puni par le soleil ardent. C'était comme si, pour quelques instants, tout était en paix, la nature, le bétail et peut-être même son cœur inquiet. Mistral hennit quand il le vit approcher. Le cheval était son seul confident, la seule créature vivante qui avait été témoin de ses rares larmes lors des nuits les plus difficiles. Joachim caressa l'encolure de l'animal avec une affection sincère. « Allons-y, mon ami, nous avons du travail. » En scellant Mistral, il remarqua que l'animal restait agité, soufflant et frappant le sol de ses sabots avant avec insistance. Il avait déjà vu ce comportement, généralement à l'approche d'un orage ou lorsqu'un prédateur rôdait autour du troupeau. Mais le ciel était clair, sans aucun signe de nuage, et le bétail dans l'enclos semblait tranquille. « Qu'y a-t-il, Mistral? Qu'est-ce que tu sens ?» Le gardien leva les yeux vers l'horizon cherchant le moindre signe de menace. La plaine s'étendait, vaste et apparemment paisible sous le ciel d'un bleu intense.
Pour lui, le monde semblait s'être enfermé dans une routine prévisible et sans surprise. Ses journées étaient toutes les mêmes, rythmées par le lever et le coucher du soleil, le travail avec le bétail, les repas solitaires. Pourtant, quelque chose en lui, peut-être le même instinct qui agitait Mistral, lui disait que ce jour serait différent. C'était une sensation étrange, comme si l'air était chargé d'une électricité invisible, annonçant des changements. Ce fut alors que le silence du matin fut rompu par un grondement lointain. Le son inimitable de sabots frappant la terre avec urgence, fendant la plaine comme une menace ou un avertissement. Joachim resta immobile, attentif, tous les sens aiguisés par l'expérience de celui qui connaît les signes de la terre. Mistral se cabra, comme pour répondre à l'appel lointain, et Joachim dut tenir fermement les rênes pour le calmer. Quelque chose se passait au-delà du coude de la rivière, là où la route principale coupait les terres de Monsieur Auguste, le propriétaire voisin. Quelque chose qui faisait battre son cœur depuis si longtemps endormi, avec une intensité qu'il ne se souvenait plus être possible. Joachim grimpa sur la clôture en bois pour mieux voir. Le soleil du matin, maintenant plus fort, se reflétait sur quelque chose de blanc qui se déplaçait rapidement sur le chemin de terre. Il plissa les yeux, essayant de distinguer la forme qui approchait au milieu de la poussière soulevée. C'est alors qu'il comprit. C'était une femme en robe de mariée, montée sur un cheval bai qui galopait à bride abattue. La robe blanche brillait comme une flamme contre la poussière rougeâtre du chemin, le voile flottant au vent comme un drapeau de reddition. La mariée était penchée en avant, presque couchée sur l'encolure de l'animal, comme si chaque mouvement était une supplication désespérée pour plus de vitesse. Ses cheveux bruns s'étaient partiellement détachés du chignon, formant une auréole décoiffée autour de son visage pâle. Il ne fallut pas longtemps à Joachim pour comprendre la raison de cette course frénétique. Juste derrière elle, à environ 200 mètres, venait un homme monté sur un puissant cheval noir. Même à distance, on pouvait voir la fureur dans chaque mouvement du poursuivant, la peau rougie par l'effort, le corps tendu projeté, en avant, les yeux étincelants d'un mélange de colère et de détermination que Joachim ne connaissait que trop bien. C'était le regard de celui qui considère sa proie comme sa propriété. « Mon Dieu !» murmura le gardien, sentant un frisson parcourir son échine. La scène qui se déroulait sous ses yeux semblait sortie d'un feuilleton populaire, de ceux que le colporteur qui passait dans la région vendait à la foire du dimanche. Une mariée en fuite, un poursuivant enragé, et l'immensité implacable de la Camargue comme témoin silencieux. Mais il n'y avait rien de poétique dans le désespoir authentique qu'il pouvait ressentir, même à distance. Mistral hennit de nouveau, répondant à l'appel des autres chevaux, comme s'il voulait participer à ce drame. C'est alors que Joachim remarqua que le cheval de la mariée commençait à perdre de la vitesse. L'animal, visiblement épuisé, avait de l'écume blanche coulant le long de son cou, et ses mouvements, autrefois fluides, semblaient maintenant entrecoupés de faux pas. « Elle n'y arrivera pas », pensa-t-il, sentant son cœur s'accélérer d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le cheval du poursuivant, en revanche, maintenait un rythme impitoyable, réduisant à chaque seconde la distance entre eux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la rattrape. Et ensuite, Joachim n'avait pas besoin de beaucoup d'imagination pour prévoir l'issue de cette poursuite. Sans réfléchir, il sauta de la clôture et courut vers Mistral. Sa main serra son chapeau, l'ajustant fermement sur sa tête, tandis que son corps se jetait instinctivement sur la selle dans un mouvement pratiqué des milliers de fois au fil des ans. Il y avait là un appel invisible, un appel au secours qui ne s'entendait pas avec les oreilles, mais qui se sentait comme un couteau traversant l'air du matin. « Allons, Mistral !» ordonna-t-il, piquant légèrement les flancs de l'animal, de ses éperons. Le cheval répondit immédiatement, comme s'il avait lui aussi compris l'urgence de la situation. Il bondit en avant dans un galop vigoureux, soulevant la poussière dans la cour de la maison. Joachim se pencha sur l'encolure de l'animal, sentant le vent lui fouetter le visage alors qu'ils avançaient vers la route. Il ne savait pas qui était cette femme, ni pourquoi elle fuyait en robe de mariée. Mais il comprit au plus profond de son être que, s'il ne faisait rien, cet instant se terminerait en tragédie. Et il y avait déjà bien trop de tragédies,
dans le monde pour qu'il se permette d'être le simple témoin d'une de plus. À mesure qu'il approchait, il put mieux voir les détails de la scène. La mariée n'était guère plus qu'une jeune fille. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Son visage, encadré par le voile partiellement détaché, montrait une beauté délicate marquée par la terreur. Ses yeux clairs, immenses et effrayés, étaient fixés sur le chemin devant elle comme si son unique salut s'y trouvait. Le poursuivant, quant à lui, était un homme corpulent, aux larges épaules et à la barbe mal rasée. Il portait un costume sombre, maintenant couvert de poussière, et une cravate desserrée qui se balançait au rythme frénétique du galop. Sur son visage rouge d'effort et de colère, une veine pulsait sur son front, trahissant la fureur qui le consumait. « Reviens ici, ingrate !» criait l'homme, sa voix rauque fendant l'air comme un fouet. « Tu ne vas pas me ridiculiser devant tout le monde. » La mariée ne répondait pas, concentrée uniquement à se maintenir sur le cheval qui perdait de plus en plus de force. Ses mains délicates, peu habituées aux rênes, tentaient de guider l'animal par pur instinct. Joachim pouvait voir qu'elle n'était pas une cavalière expérimentée. Chaque secousse semblait sur le point de la faire tomber. Sans savoir qui était cet homme ni quel pouvoir il avait dans la région, Joachim savait qu'il était sur le point de se mettre dans un sacré pétrin. Se mêler des affaires des autres dans cette région finissait rarement bien. Mais il y avait quelque chose dans cette scène qui touchait une blessure encore ouverte en lui. L'impuissance qu'il avait ressentie face à la mort de Thérèse, l'incapacité de sauver celle qu'il aimait. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, il pouvait faire quelque chose. Lorsqu'il atteignit la route, Joachim tira brusquement sur les rênes et fit pivoter Mistral, se positionnant de manière à intercepter le chemin du poursuivant. L'homme, en le voyant surgir soudainement, tira si fort sur ses propres rênes que son cheval se cabra en signe de protestation. « Dégage du chemin, paysan !» cria l'homme, écumant de rage. « Ça ne te regarde pas !» Joachim resta impassible, bloquant le passage. Ses yeux, normalement sereins, avaient maintenant l'éclat dur de la détermination. « La demoiselle ne semble pas vouloir vous suivre, » répondit-il, gardant une voix calme mais ferme. L'homme rit, d'un rire sec et sans joie. Et depuis, quand une fiancée a-t-elle son mot à dire? C'est ma promise. Nous avons signé les papiers, organisé la fête. Et maintenant, cet effronté veut s'enfuir? Pas tant que je serai en vie. Pendant que les deux hommes se faisaient la face, la mariée continuait son chemin, maintenant à un rythme plus lent mais s'éloignant toujours. Joachim évalua rapidement ses options. Il ne voulait pas de bagarre, mais il ne reculerait pas non plus. « Retournez donc à la fête et calmez-vous », suggéra-t-il, restant entre l'homme et le chemin de la jeune femme. « Parlez-lui demain, à tête reposée. »« Pour qui te prends-tu » gronda l'homme, portant la main à sa taille, où un revolver était probablement caché sous sa veste. « Sais-tu à qui tu parles? Je suis Auguste de Montfort, fils. Toutes ces terres ici sont à moi. » Le nom fit comprendre la situation à Joachim. Auguste était l'héritier du plus grand domaine de la région, connu pour sa richesse et aussi pour la cruauté avec laquelle il traitait de leurs ouvriers. Un homme craint et respecté pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la vertu. Le cheval de Joachim, obéissant et fort, s'élança de nouveau à travers la plaine dès que son maître relâcha légèrement la pression sur les rênes. Laissant Auguste derrière lui, momentanément paralysé par la surprise de cette intervention, le gardien coupa à travers les tamaris et les genêts, connaissant cette terre comme la paume de sa main. Le vent apportait une odeur de saladelle et de poussière, tandis que le soleil tapait déjà sans pitié, annonçant une autre journée chaude en Camargue. À chaque seconde, il se rapprochait de la mariée en fuite, qui luttait visiblement pour garder l'équilibre sur son animal épuisé. Les rênes glissaient de ses mains délicates, peu habituées au travail rude. La robe, qui avait probablement coûté une petite fortune, était déchirée à l'ourlet et tachée de terre rouge, quelques broderies de perles, ne tenant plus que par un fil. Malgré tout, il y avait une dignité féroce dans sa posture, la détermination de celle qui préfère tout risquer, plutôt que de se soumettre. « Tenez bon !» cria Joachim, lorsqu'il réussit enfin à se placer à côté d'elle. Sa voix grave résonna, apportant une sécurité inattendue au milieu du chaos. La jeune femme tourna son visage vers lui, et ses yeux clairs, d'un vert translucide comme les eaux de la rivière des âmes après la pluie,
était embuée de larmes que le vent séchait avant qu'elle ne puisse couler complètement. Pendant un instant qui parut suspendre le temps, leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si 1000 mots s'échangèrent dans ce silence. Joachim vit non seulement de la peur dans ses yeux, il y vit aussi du courage, de la détermination, et une supplique muette pour de l'aide. C'est là que le gardien comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de la poursuite d'une fiancée repentante, c'était la fuite d'une vie imposée, d'un destin qu'elle rejetait de toutes les fibres de son être. Je n'arrive pas à contrôler. Le cheval, haleta-t-elle, les mots entrecoupés par l'effort et la peur. L'animal semblait en effet sur le point de céder, ses foulées perdant en rythme et en précision, sa respiration rauque et laborieuse. Il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps à ce galop. Et derrière eux, la poussière soulevée indiquait qu'Auguste avait repris la poursuite, probablement encore plus furieux de l'interférence. « Comment vous appelez-vous » demanda Joachim, gardant le regard fixé sur le chemin devant lui, calculant la meilleure route de fuite. « Hélène » répondit-elle, la voix plus ferme maintenant, comme si prononcer son propre nom lui rendait un peu de l'identité que la Iou. Robe de mariée tentait d'effacer. Hélène Moreau. « Hélène, vous devez me faire confiance. Je vais m'approcher encore et vous allez passer sur mon cheval. Compris ?» Ses yeux s'écarquillèrent devant cette proposition audacieuse. Changer de cheval en plein galop était dangereux même pour les gardiens les plus expérimentés. Pour une jeune femme de la ville, avec une robe volumineuse et sans aucune pratique, cela semblait impossible. « Je n'y arriverai pas », balbutia-t-elle, la peur évidente dans sa voix. « Si, vous y arriverez », affirma Joachim avec une certitude qu'il ne ressentait pas complètement. « Il faut le faire maintenant, le cheval ne tiendra pas plus longtemps. » Comme pour confirmer ses paroles, l'animal trébucha légèrement, se rattrapant de justesse. Hélène poussa un petit cri, s'agrippant plus fort à la crinière du cheval. Joachim approcha Mistral le plus possible, jusqu'à ce que les deux animaux courent côte à côte, se touchant presque. Puis, il tendit son bras droit, risquant sa propre stabilité sur la selle. « Maintenant, Hélène, prenez mon bras. » Elle hésita une seconde, mais le son des sabots du poursuivant se faisait de plus en plus fort derrière eux. Avec un courage qui la surprit elle-même, Hélène lâcha les rênes et tendit le bras vers Joachim. Leurs doigts se touchèrent, glissèrent, et pendant un moment terrible, il sembla qu'ils n'y parviendraient pas. Mais alors Joachim se pencha davantage, ignorant le danger de la chute, et réussit enfin à saisir fermement son poignet. « À trois, vous sautez !» ordonna-t-il, sentant son cœur marteler sa poitrine. 1, 2, 3. D'un mouvement, mêlant désespoir et détermination, Hélène se propulsa hors de sa selle, momentanément suspendue dans les airs entre les deux chevaux au galop. La robe se gonfla comme une voile blanche, et pendant une seconde, elle parut flotter, éthérée, comme une apparition. Puis la gravité fit son œuvre, et elle tomba lourdement contre Joachim, qui utilisa toute sa force pour la hisser sur le dos de Mistral. L'impact faillit les faire tomber, mais le gardien réussit à retrouver son équilibre, serrant fermement Hélène contre sa poitrine tout en ajustant les rênes de sa main libre. « Je vous tiens », murmura-t-il, sentant non seulement son poids, mais aussi celui de toute une histoire qu'il ne connaissait pas encore. Le cheval d'Hélène, libéré de son fardeau, ralentit jusqu'à s'arrêter, trop épuisé pour continuer. Cela signifiait qu'Auguste le rattraperait bientôt et verrait alors la direction qu'ils avaient en prise. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Tenez-vous bien », ordonna Joachim, passant son bras autour de la taille d'Hélène pour la maintenir en sécurité sur la selle devant lui. « On va couper par le marais. Il ne pourra pas nous suivre par là. » Elle acquiesça silencieusement, entrelaçant ses doigts dans la crinière de Mistral avec une telle force que les jointures de ses doigts étaient blanches. Le gardien tira brusquement les rênes vers la gauche, abandonnant la route et plongeant dans la végétation dense qui poussait sur les bords du petit cours d'eau qui traversait la propriété. Le chemin était traître, avec de la boue et des pierres cachées sous la végétation basse, mais Mistral connaissait bien cette route, souvent utilisée pour déplacer le bétail pendant la saison sèche. Le cheval avançait avec confiance, évitant les branches basses et choisissant les passages les plus fermes pour poser ses sabots.
Derrière eux, ils entendirent le cri furieux d'Auguste en réalisant leur manœuvre. « Tu ne t'échapperas pas, Hélène, je te trouverai même en enfer !» La voix résonna, déformée par les arbres, mais toujours chargée d'une promesse sinistre qui fit trembler Hélène dans les bras de Joachim. Il serra doucement son bras autour d'elle, un geste muet de protection. « Il ne nous rattrapera pas, » assura-t-il, sa voix basse près de son oreille. « Je connais ces terres comme personne. » Hélène ne répondit pas, mais ses muscles, tendus, se détendirent un peu sous le contact ferme du gardien. Il y avait quelque chose dans sa présence, une solidité, une fiabilité, qui calmait la panique qu'il avait consumée pendant sa fuite. Le bruit de la poursuite s'estompa peu à peu alors qu'ils avançaient sur le terrain difficile. Joachim savait qu'Auguste ne risquerait pas son cheval de race dans le marais traître. L'homme était connu pour accorder plus de valeur à ses animaux qu'aux gens qui l'entouraient. C'était un avantage qu'il devait exploiter. Après une vingtaine de minutes de chevauchée prudente, ils émergèrent de l'autre côté du marais, près de la clôture qui délimitait les terres du Mas du Bon Repos, où travaillait Joachim. De là, il n'y avait qu'une courte distance jusqu'à sa maison, une petite propriété qu'il avait reçue de son ancien patron pour ses années de service loyal. « On y est presque », l'informa-t-il, sentant Hélène de plus en plus lourde dans ses bras, la fatigue et l'adrénaline cédant la place à l'épuisement. « Ma maison est juste derrière cette colline. »« Il va me trouver », murmura-t-elle, la voix chargée d'une peur profonde et viscérale. « Auguste a des hommes partout dans la région. Quelqu'un va me voir et le lui dire. » Joachim réfléchit à ces paroles en silence pendant quelques instants, évaluant les possibilités. Elle avait raison. Auguste de Montfort-Fils était un homme puissant dans la région, avec des hommes de main et des informateurs dans chaque village et domaine à des kilomètres à la ronde. Cacher Hélène ne serait pas facile. Mais quand il parla, sa voix avait la fermeté tranquille d'une décision déjà prise. « Personne ne vous touchera tant que je serai en vie. » Ce n'était ni une bravade, ni une promesse romantique. C'était une simple déclaration de fait, dite avec la même naturalité avec laquelle il parlerait du temps ou du comportement du bétail. Et c'est peut-être pour cela qu'Hélène sentit qu'elle pouvait le croire. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui offrait une protection sans rien demander en retour. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle doucement, tournant légèrement la tête pour le regarder. « Vous ne me connaissez même pas. » Joachim réfléchit un moment avant de répondre, les yeux fixés sur l'horizon où sa petite maison commençait à apparaître. « Parce qu'il y a des choses qu'un homme ne peut pas voir sans rien faire, » répondit-il finalement. « Et parce que je reconnais le désespoir quand je le vois. » Hélène acquiesça, comprenant que derrière ces mots simples se cachait une histoire de douleur qui faisait écho à la sienne. À cet instant, alors qu'ils traversaient les champs dorés par le soleil du matin, deux âmes blessées trouvèrent un étrange réconfort dans ce silence partagé. La maison de Joachim apparut enfin entièrement au détour de la dernière colline. C'était une construction simple mais solide. Des murs en pisé blanchis à la chaux, un toit à deux pans couverts de tuiles romaines, une terrasse étroite protégée par un petit auvent. Autour, un enclos pour les animaux, un petit verger avec quelques amandiers et oliviers, et plus loin, une porcherie où deux cochons somnolaient, paresseusement à l'ombre d'un grand platane. Il n'y avait aucun luxe, mais une dignité dans cette simplicité. Tout était propre et bien entretenu. Des planches du sol de la terrasse aux manches des outils rangés sous le petit hangar, attenant à la maison principale. Quand ils mirent enfin pied à terre, Hélène tenait à peine debout. Ses jambes tremblaient violemment, en partie à cause de l'effort physique auquel elle n'était pas habituée, en partie à cause du choc émotionnel de la fuite. Joachim la soutint discrètement par le coude, la conduisant jusqu'à la terrasse où il l'aida à s'asseoir sur le vieux banc en bois. « Je vais chercher de l'eau », dit-il, disparaissant rapidement à l'intérieur. Seul un instant, Hélène regarda ses propres mains, ses doigts délicats étaient maintenant sales de poussière et marqués par les rênes qu'elle avait tenues si fort. Ses ongles, qui avaient été méticuleusement peints et manucurés pour le mariage, étaient maintenant cassés et ternes. Sa robe, qui avait coûté l'équivalent de 3 mois de salaire de son père, n'était plus qu'un chiffon, sale et déchiré. Le voile pendait en lambeaux comme des toiles d'araignée accrochées au chignon défait de ses cheveux.
Joachim revint avec une tasse d'eau fraîche qu'elle but à petites gorgées tremblantes, comme si chaque goutte redonnait vie à son corps, épuisé. L'eau avait un goût minéral intense, provenant probablement d'une source voisine, très différente de l'eau filtrée et insipide qu'elle buvait en ville. « Merci », murmura-t-elle, lui rendant la tasse vide. Il ne posa pas de questions, tout de suite respectant son silence. Il observait juste discrètement ses petits gestes. La façon dont ses doigts caressaient nerveusement le bord de la tasse, sa respiration qui allait et venait en sanglots contenus, le regard perdu qui se fixait parfois sur un point lointain, comme si elle cherchait quelque chose à l'horizon, peut-être une menace, peut-être un souvenir. Après quelques minutes, Hélène parut prendre conscience de son état lamentable et tenta en vain d'arranger sa robe et ses cheveux. « Je dois être horrible », dit-elle, avec un rire nerveux qui ressemblait plus à un sanglot. « Vous êtes en vie », répondit simplement Joachim. « C'est tout ce qui compte. » La sincérité de ces mots frappa Hélène comme une vague inattendue. Ses yeux s'emplirent de larmes que maintenant, enfin en sécurité, elle se permit de verser. Les sanglots suivirent, secouant ses épaules délicates, tandis qu'elle couvrait son visage de ses mains sales. Joachim resta silencieux, lui laissant l'espace dont elle avait besoin pour cette explosion d'émotions contenues. Quand les sanglots se calmèrent enfin, il lui offrit un mouchoir en coton simple mais propre qu'il sortit de sa poche. « Je vais préparer un café, » dit-il en se levant. « Vous, mademoiselle doit avoir faim. »« Hélène, » corrigea-t-elle, en essuyant ses larmes. « Juste Hélène, s'il vous plaît. » Il acquiesça d'un léger signe de tête et entra dans la maison. Hélène observa la simplicité qui l'entourait, si différente du somptueux hôtel particulier des de Montfort, avec ses meubles importés et ses objets de valeur. Ici, chaque chose semblait avoir un but, une utilité claire. Il n'y avait pas de place pour les frivolités ou les excès. Quand Joachim revint, il portait un plateau en bois avec une tasse de café fumant, un morceau de fromage de chèvre, du pain d'épices et une part de fougasse qui semblait avoir été faite la veille. Il posa le tout sur le petit banc entre eux et se rassit, respectant une distance qu'il jugeait appropriée. Hélène le remercia d'un signe de tête et commença à manger lentement. C'est alors seulement qu'elle réalisa à quel point elle avait faim. Elle n'avait rien pu avaler de toute la matinée de préparation pour le mariage. Son estomac noué par la nervosité et la répulsion avait refusé toute nourriture. « Auguste va me chercher », dit-elle finalement, brisant le silence. Il n'abandonnera pas facilement. Joachim acquiesça, le visage sérieux. « Je sais, mais ici nous sommes loin de la route principale. Peu de gens connaissent cet endroit en dehors des gardiens du Mas du Bon Repos, et ils ne parlent pas aux gens du domaine des de Montfort. Pourquoi ? Une vieille querelle. Le père Gérard, mon patron, et le père d'Auguste étaient des ennemis jurés, des disputes pour l'eau, pour des terres, pour les limites de propriété. » Elle absorba l'information en silence, se demandant si cela suffirait à la maintenir en sécurité. Après quelques minutes, quand elle eut fini de manger, Hélène parla enfin, sa voix basse mais ferme. « Je fuyais un mariage arrangé. Mon père doit de l'argent aux de Montfort depuis des années. Le domaine de ma famille est hypothéqué, sur le point d'être saisi. Auguste a offert d'annuler la dette en échange de ma main. » Joachim écoutait attentivement, le visage impassible, mais les yeux attentifs à chaque mot. « Mon père a accepté, » continua-t-elle, l'amertume évidente dans sa voix. « Ma mère m'a supplié d'accepter, disant que c'était le seul moyen de sauver la famille de la ruine, qu'avec le temps j'apprendrais à aimer Auguste. » Elle fit une pause, les yeux perdus dans de récents souvenirs. « Mais je le connais, je sais comment il traite les femmes, les histoires qui courent sur lui. » Sa voix se brisa. « Je préfère mourir que d'être la propriété de cet homme. Et votre père ? Votre mère ? Ils ne vont pas vous chercher aussi ?» Hélène secoua la tête, un triste sourire aux lèvres. « Mon père doit être ivre depuis hier, célébrant la fin de ses dettes. Ma mère... » Elle hésita. Elle pourrait bien sentir mon absence, mais elle ne s'opposera pas à son mari. Elle ne l'a jamais fait. Joachim digérait chaque mot en silence. Dans son monde, le mariage avait toujours été une union basée sur le respect et l'affection mutuelle, comme celle qu'il avait eue avec Thérèse.
L'idée de forcer une femme à se marier pour payer des dettes lui semblait aussi brutale que de fouetter un animal innocent. Là d'où je viens, poursuivit Hélène, il n'y avait pas de choix, seulement l'imposition. J'allais passer du contrôle de mon père à celui d'Auguste, comme du bétail qu'on négocie, une vie entière de soumission. Ses mains tremblaient, légèrement, autour de la tasse maintenant vide. Joachim remarqua le détail mais ne fit aucun commentaire. À la place, il demanda doucement « Que comptez-vous faire maintenant ?» La question prit Hélène par surprise. Elle avait méticuleusement planifié sa fuite pendant des semaines, mettant de côté de petites sommes d'argent, étudiant le meilleur moment pour s'échapper, mémorisant des itinéraires. Mais son plan ne s'étendait que jusqu'à la prochaine grande ville où elle espérait disparaître dans la foule. Elle n'avait pas pensé aux détails pratiques de ce qu'elle ferait après. Je ne sais pas trop, admit-elle. Je sais juste que je ne peux pas y retourner. C'était comme si deux solitudes se reconnaissaient à ce moment-là. Joachim voyait en Hélène le même désarroi qu'il avait ressenti en perdant Thérèse, la même sensation d'un avenir interrompu. Et Hélène voyait dans le gardien une forteresse silencieuse, un refuge sûr au milieu de la tempête qu'était sa vie. Sans qu'ils aient besoin de le verbaliser, un pacte invisible naquit entre eux. Dans cette maison isolée, loin des regards, du monde, elle serait protégée. Là, plus personne ne la toucherait sans sa volonté. L'aube n'avait pas encore pointé quand Hélène se réveilla dans la petite chambre que Joachim lui avait cédée. Pendant quelques secondes, elle fut désorientée, ne reconnaissant pas le plafond en bois rustique au-dessus de sa tête, le matelas ferme sous son corps, l'odeur de paille et d'herbes séchées qui imprégnaient l'air. Puis le souvenir revint, comme une vague, la fuite, la poursuite, le sauvetage. Elle s'assit sur le lit, le cœur battant, et regarda autour d'elle. La chambre était petite et simple, un lit en bois avec un matelas de paille couvert de draps en coton écru, une petite table improvisée avec une caisse en bois retournée, une lampe à pétrole éteinte et un coffre au pied du lit. Sur les murs, quelques crochets soutenaient des vêtements que Joachim lui avait prêtés, des pantalons et des chemises d'homme, évidemment trop grands pour elle, mais propres et bien conservés. Sa robe de mariée, ou ce qu'il en restait, avait été soigneusement suspendue à un cintre improvisé avec une branche en forme de Y. Elle ressemblait à un fantôme pâle dans la pénombre, un rappel de ce qui avait failli être son destin. Elle se leva et enfila une des chemises de Joachim par-dessus la combinaison qu'elle portait sous sa robe. Le vêtement lui tombait presque aux genoux, et elle dut retrousser les manches plusieurs fois pour libérer ses mains. Elle compléta la tenue avec un pantalon qu'elle serra à la taille avec un bout de corde. Le résultat était comique, mais pratique. Quand elle sortit dans la pièce principale, elle trouva Joachim déjà debout, attisant le feu dans la cuisinière à bois. Il leva les yeux en entendant ses pas et hocha la tête en un salut silencieux. « Bonjour », murmura-t-elle, encore mal à l'aise dans cet environnement étranger. « Bonjour », répondit-il, reportant son attention sur la bouilloire qui commençait à siffler. « Bien dormi ?»« Oui, merci. » C'était un mensonge. Elle avait passé la moitié de la nuit éveillée, sursautant au moindre bruit, imaginant Auguste et ses hommes de main envahissant la maison pour la ramener de force. L'autre moitié avait été peuplée de cauchemars où elle courait sans avancer, poursuivie par des ombres menaçantes. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans la routine simple qui se déroulait sous ses yeux. Joachim préparant le café, coupant d'épaisses tranches d'un pain de campagne, cassant des œufs dans un bol en terre cuite. Des gestes quotidiens qui semblaient ancrés dans une réalité plus solide que la sienne. « Je peux aider ?» demanda-t-elle, se sentant soudainement inutile. Il parut légèrement surpris par l'offre mais lui montra le bol avec les œufs. « Vous pouvez les battre pendant que je prépare le reste. » Hélène accepta la tâche avec un enthousiasme presque enfantin. Elle n'avait jamais cuisiné chez ses parents, la famille avait des employés pour cela, et sa mère considérait que les travaux manuels n'étaient pas appropriés pour une jeune fille de bonne famille. Ses compétences se limitaient à broder, à jouer médiocrement du piano et à réciter des poèmes en français qu'elle comprenait à peine. Les jours suivants établirent leur propre rythme, un silence entrecoupé de petits gestes. Joachim lui montra comment s'occuper des tâches simples de la maison,
Comment allumer la cuisinière sans se brûler? Comment ramasser le bois de la bonne manière? Comment faire bouillir le lait encore chaud de la traite sans le laisser déborder? Chaque nouvelle compétence acquise était comme un petit triomphe pour Hélène, un pas vers une indépendance qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Un matin particulièrement clair, alors que la rosée brillait encore sur l'herbe comme des diamants éparpillés, Joachim l'invita à l'accompagner à l'étable. « Je vais vous montrer comment traire, » dit-il, et il y avait une lueur différente dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à un sourire. Hélène le suivit nerveusement. Les gros animaux l'avaient toujours intimidée, surtout les vaches avec leur regard apparemment placide, mais qui cachaient, elle le soupçonnait, une intelligence critique. À l'étable, Joachim choisit une vache pie, aux poils brillants et aux grands yeux calmes. « Voici Douce », la présenta-t-il comme s'il parlait d'une vieille amie. La plus patiente du troupeau. Parfaite pour les débutants. La vache meugla doucement, comme si elle comprenait qu'on la complimentait. Hélène ne put retenir un sourire. Et si elle ne m'aime pas? Les vaches sont de bonnes juges de caractère, répondit Joachim avec sérieux. Si Douce ne vous aime pas, je devrais reconsidérer mon hospitalité. Pendant un instant, elle fut alarmée, jusqu'à ce qu'elle réalise, au léger haussement de ses lèvres qu'il la taquinait, c'était la première fois qu'elle voyait cet homme taciturne montrer quelque chose qui s'apparentait à de l'humour. « Alors je ferais mieux de m'efforcer de gagner les bonnes grâces de Madame Douce, » répondit-elle entrant dans le jeu. La traite fut désastreuse au début. Ses doigts de citadine, habitués à toucher le piano et à tenir des tasses en porcelaine, n'avaient ni la force ni la technique nécessaire. Le lait giclait de tous les côtés sauf dans le seau stratégiquement placé sous le pis de la vache. Douce, fidèle à son nom, supportait patiemment les tentatives maladroites, tournant de temps en temps la tête pour observer avec une curiosité bovine cette étrange humaine. Après plusieurs tentatives frustrées, Joachim se plaça derrière Hélène et, avec une naturalité qui la surprit, couvrit ses mains des siennes, guidant ses mouvements. « Comme ça », murmura-t-il près de son oreille. « Ferme, mais sans faire mal. Comme une poignée de main, ni trop molle, ni trop forte. » La chaleur de ses mains sur les siennes et la proximité de leur corps créèrent une intimité inattendue qui fit accélérer le cœur d'Hélène. Pendant un moment, elle oublia complètement la vache, le lait, la maison. Il n'y avait que la sensation de ses mains calleuses guidant les siennes avec une fermeté douce. Bientôt, le lait jaillit à un rythme constant dans le seau. Le son, métallique des jets contre le métal créant une musique particulière qui se mêlait au son du matin. Les oiseaux chantant, les insectes bourdonnant, le vent doux balançant les feuilles des arbres. L'odeur du bois brûlant dans la cuisinière se mêlait à celle du pain fraîchement cuit, créant un parfum qui devint bientôt, pour Hélène, l'arôme même du foyer. Les repas simples qu'ils partageaient avaient une saveur qu'aucun banquet sophistiqué de son ancienne vie ne pouvait égaler. Peut-être parce qu'ici, pour la première fois, elle aidait à préparer ce qu'elle mangeait, connaissait l'origine de chaque ingrédient, se sentait partie prenante du processus et non plus simple consommatrice passive. Ils parlaient peu, mais leur regard en disait plus que les mots. Il y avait des questions silencieuses dans les yeux de Joachim quand il observait Hélène apprendre à laver le linge au lavoir en pierre ou essayant sans grand succès d'allumer la cuisinière sans enfumer toute la cuisine. Et il y avait de l'admiration dans les yeux d'Hélène en le voyant s'occuper des animaux, réparer les clôtures, prévoir les changements de temps en observant simplement le comportement des oiseaux. Peu à peu, elle laissa derrière elle sa peur initiale, échangeant les sanglots nocturnes contre la fermeté de celle qui apprend à maîtriser l'espace qui l'entoure. Ses mains, autrefois douces et inutiles, présentaient maintenant des callosités naissantes, des médailles d'honneur qu'elle arborait avec une fierté silencieuse. Le soleil avait doré sa peau autrefois pâle, et ses cheveux, libérés, des coiffures élaborées, étaient généralement attachés en une simple tresse qui lui donnait un air d'authenticité qu'elle n'avait jamais eu. Lui, de son côté, commença à sentir que sa présence redonnait de la couleur à la maison. Autrefois grise, il se surprit un jour à siffloter en réparant une clôture, chose qu'il n'avait pas faite depuis la mort de Thérèse. Le vent semblait moins froid le matin, le chant des oiseaux plus vif,
Même les fleurs sauvages qui poussaient près de la clôture semblaient se dresser avec plus de vigueur. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Hélène étendait le linge sur une corde tendue entre deux oliviers, un son inattendu fendit l'air, son propre rire, clair et sincère, provoqué par un veau nouveau-né qui tentait avec insistance de téter son tablier. Joachim, qui empilait du bois près du hangar, leva la tête, surpris et enchanté par ce son. C'était comme si une barrière invisible se brisait. Son rire résonna dans la cour, effarouchant les poules, et faisant même lever la tête à Mistral, curieux. Hélène, réalisant qu'on l'observait, couvrit sa bouche de sa main soudainement gênée. « Pardon », murmura-t-elle. « Je crois que je me suis emportée. »« Non », répondit rapidement Joachim. « Ça fait du bien d'entendre rire par ici. Ça fait longtemps que ces murs n'ont pas entendu quelque chose comme ça. » Le silence, qui suivit, avait une qualité différente. Ce n'était plus le silence gêné d'étrangers, ni le silence respectueux de la douleur partagée, mais un silence confortable, comme une conversation sans parole entre des gens qui commencent à se connaître vraiment. C'était comme si la vie, endormie en eux pour des raisons distinctes mais également douloureuses, se réveillait à nouveau, comme la terre après la sécheresse, quand les premières pluies ramènent le vert et les fleurs qui semblaient éteintes mais dormaient seulement sous la surface, attendant le bon moment pour ressurgir. Les semaines se transformèrent en mois sans qu'ils s'en rendent presque compte. Le temps dans la région avait son propre rythme, marqué non pas par les horloges et les calendriers, mais par les événements naturels, la floraison des iris jaunes, la maturation des olives, l'arrivée des premières pluies après la saison sèche. Hélène ne comptait plus les jours. Elle avait cessé de se soucier des dates et des engagements qui régissaient autrefois son existence. Auguste n'est jamais revenu. Des rumeurs circulèrent, rapportées par le père Gérard lors d'une visite, selon lesquelles le riche propriétaire avait juré à qui voulait l'entendre qu'il retrouverait la fiancée en fuite et le gardien effronté qui l'avait aidé. Pendant quelques semaines, ces hommes de main fouillèrent les domaines voisins, intimidèrent les ouvriers, offrirent des récompenses pour des informations. Mais la maison de Joachim, isolée et protégée par la vieille querelle entre les familles, resta un sanctuaire inviolé. Puis des nouvelles arrivèrent qu'Auguste était parti pour la capitale, apparemment pour oublier l'humiliation dans des bras plus consentants et moins problématiques. D'autres disaient qu'il avait été contraint de voyager pour régler des problèmes avec des créanciers, car la famille de Montfort, malgré les apparences de prospérité, faisait face à des difficultés financières depuis des années. C'est peut-être pour cela que le mariage avec Hélène, fille de propriétaires terriens appauvris mais de lignée traditionnelle, était si important, une façade de plus pour maintenir les apparences d'un pouvoir inébranlable. Quelle que soit la vérité, son absence n'était plus un fantôme, c'était la liberté. Hélène avait cessé de sursauter à chaque bruit nocturne, de se cacher lorsque des cavaliers inconnus passaient sur la route lointaine, de regarder par-dessus son épaule à chaque instant, comme un animal traqué. La maison, autrefois spartiate, dans sa simplicité fonctionnelle, montrait maintenant de petites touches féminines, des rideaux improvisés avec des tissus d'Arles achetés au village voisin, des bouquets de fleurs sauvages dans des boîtes de conserve recyclées, un potager, soigneusement entretenu là où il n'y avait que de l'herbe folle. Hélène s'était révélée douée pour la culture des herbes. Basilic, romarin, menthe et lavande poussaient vigoureusement sous ses soins, attirant les abeilles et les papillons qui dansaient entre les feuilles parfumées. Joachim, de son côté, avait recommencé à sourire, chose rare avant son arrivée. Son visage, toujours marqué par le temps et le soleil, s'illuminait désormais parfois quand Hélène réussissait à maîtriser une nouvelle tâche des champs, ou quand elle revenait du village avec des histoires sur les habitants, qui la traitaient déjà comme faisant partie de la communauté, oubliant commodément de poser des questions sur son passé. Ce dimanche matin-là, le ciel était d'un bleu particulièrement pur, sans un seul nuage en vue. Hélène se leva tôt et prépara un petit déjeuner plus élaboré que d'habitude. En plus du pain de campagne et du café fort, il y avait du fromage blanc avec du miel, des œufs brouillés avec les herbes du potager, et même des navettes qu'elle avait appris à faire avec Mère Cothilde, une vieille dame du village qui était devenue son amie et sa confidente. Joachim, revenant de l'enclos où il avait nourri les animaux, s'arrêta sur le pas de la porte de la cuisine, surpris par le petit festin.
Une occasion spéciale ? Demanda-t-il, enlevant son chapeau et l'accrochant au crochet près de la porte. Hélène sourit, un sourire lumineux qui avait encore le pouvoir de le laisser momentanément sans voix. Ça fait exactement 6 mois aujourd'hui. Il haussa les sourcils, intrigué. 6 mois ? Depuis que tu m'as trouvé, ou plutôt depuis que je t'ai trouvé. Joachim acquiesça, comprenant. Il n'était pas du genre à retenir les dates, mais quelque chose ce matin-là semblait en effet spécial, comme si le monde voulait marquer ce moment d'une manière subtile. Après le petit déjeuner, tandis qu'Hélène faisait la vaisselle et que Joachim rangeait quelques outils dans le hangar, Mistral se mit à hennir avec insistance dans l'enclos. Bientôt, d'autres sons se joignirent. L'aboiement de Caramel, le chien bâtard qu'ils avaient adopté quand il était apparu affamé à leur porte, et le bruit inimitable de sabots approchant. Joachim sortit rapidement, la main cherchant instinctivement son couteau à la ceinture. Hélène apparut sur le seuil, le visage soudainement pâle, les yeux écarquillés de peur. Était-ce Auguste revenant enfin accomplir sa promesse de vengeance ? Mais ce n'était que le père Gérard, monté sur son cheval blanc, apportant des nouvelles du domaine et quelques provisions qu'Hélène avait commandées. Le vieux propriétaire, qui était devenu une sorte de protecteur pour eux, apportait aussi un journal de la capitale, un luxe rare dans ces contrées, et une lettre adressée à Hélène. « De ton père ?» expliqua-t-il, lui tendant l'enveloppe jaunie. « Il est passé par le village et l'a laissée au curé qui m'a demandé de te la remettre. » Hélène prit la lettre avec des mains tremblantes. C'était la première communication de sa famille depuis sa fuite. Son premier réflexe fut de la déchirer sans la lire, mais la curiosité et une pointe de nostalgie l'en empêchèrent. Après le départ du père Gérard, qui promit de revenir le mois suivant, Hélène s'assit sur la terrasse et ouvrit soigneusement l'enveloppe. La lettre était brève. Son père l'informait que sa mère était malade, pas gravement, mais que sa fille lui manquait. Le domaine familial avait été vendu pour payer les dettes, et il vivait maintenant modestement en ville. Il n'y avait ni reproche ni demande de retour, juste l'information de l'endroit où on pouvait les trouver, si elle voulait garder le contact. Joachim l'observa en silence pendant qu'elle lisait, respectant son moment de reconnexion avec le passé. Quand elle plia enfin la lettre et la rangea dans la poche de la jupe simple qu'elle portait, ses yeux étaient humides, mais son visage avait une expression sereine. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle après un moment. « Je crois que oui. » Les heures suivantes furent consacrées aux tâches quotidiennes. Joachim réparant une des lanières du harnais qui s'était rompue, Hélène s'occupant du potager et nourrissant les poules. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension douce comme s'ils savaient tous les deux qu'un moment important approchait. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa lente descente derrière les collines, peignant le ciel, de teinte orange et rose, Hélène s'approcha de Joachim qui était assis sur la terrasse, se reposant après sa journée de travail. Sans dire un mot, elle s'assit à côté de lui sur le vieux banc en bois, leurs épaules se frôlant presque. Pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi, dans un silence contemplatif, observant les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait progressivement. Ce fut Hélène qui parla finalement, sa voix basse mais ferme. « Tu m'as sauvé, Joachim. » Il se tourna pour la regarder, surpris par cette déclaration soudaine. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Elle secoua la tête, un triste sourire aux lèvres. « Non, ce n'était pas n'importe qui, c'était toi. » Elle fit une pause, comme si elle cherchait les mots justes. « Et tu ne m'as pas seulement sauvé ce jour-là, tu m'as sauvé d'une vie sans choix. » Ses mains trouvèrent les siennes, sur le banc, un contact léger comme une aile de papillon mais qui envoya un courant de chaleur le long du bras de Joachim. « Avant de te rencontrer, j'étais comme un oiseau dans une cage dorée. J'avais le confort, j'avais des privilèges, mais je n'avais pas la liberté. Je ne savais rien faire d'utile, je ne connaissais pas la valeur du travail. Je ne comprenais pas ce que signifiait choisir mon propre chemin. » Joachim écoutait en silence, les yeux fixés sur leurs mains jointes sur le banc vieilli. « Ici, dans cette simple maison, j'ai appris plus sur la vie en 6 mois qu'en 20 ans chez mes parents. J'ai appris que je pouvais être forte, que je pouvais créer des choses de mes propres mains, que je pouvais décider de mon destin. »
Lui qui avait si souvent évité de faire face à ses propres sentiments, se cachant derrière la routine et le travail acharné, réalisa que cette rencontre inattendue sur la route n'avait pas été un hasard. Le vide que le veuvage avait laissé trouvait maintenant une compagnie, non pas pour effacer la douleur, mais pour la transformer en la racine de quelque chose de nouveau, quelque chose qui fleurissait lentement, comme les plantes du potager. D'Hélène, avec de la patience, des soins et du temps. Thérèse serait contente, dit-il finalement, la voix rauque par l'émotion contenue, de voir la maison comme ça, vivante à nouveau. C'était la première fois qu'il mentionnait le nom de sa femme décédée à Hélène. La jeune femme serra doucement sa main, comprenant la signification de cette révélation. « Parle-moi d'elle », demanda-t-elle doucement. Et ainsi, tandis que les étoiles se multipliaient dans le ciel nocturne, Joachim parla de Thérèse. Comment il l'avait rencontrée à une fête de village, comment son rire était contagieux, comment il rêvait de remplir la maison d'enfants, comment elle avait affronté la maladie avec courage jusqu'à la fin. Hélène écouta attentivement chaque mot, chaque pause, chaque soupir, comprenant que ce partage était un cadeau plus précieux que n'importe quel bijou ou promesse. Quand il se tut enfin, des larmes silencieuses coulaient sur leurs joues, non seulement de tristesse pour la perte, mais de gratitude pour la chance de recommencer. « Je crois qu'on lui doit un verre, » dit Hélène en se levant, « pour t'avoir mené jusqu'à moi, même sans le savoir. » Elle entra dans la maison et revint avec 2 tasses de café fraîchement préparées. Elle en tendit une à Joachim et leva la sienne. « À Thérèse, » dit-elle solennellement, « pour avoir pris soin de toi jusqu'à ce que je puisse te trouver. » Joachim sentit son cœur se gonfler, dans sa poitrine, comme s'il ne pouvait plus y tenir. Il leva sa tasse à son tour. « À Thérèse, » répéta-t-il, « et au destin qui nous a réunis. » À cet instant, la maison cessa d'être seulement un refuge. Elle devint un foyer, un lieu défini non pas par des murs et des toits, mais par des cœurs qui se reconnaissent et décident de cheminer ensemble, respectant le passé et construisant l'avenir, pas à pas, jour après jour. Et lorsque la lune monta, ronde dans le ciel, illuminant la terre de sa lumière argentée, ils surent tous les deux qu'il n'y avait plus de fuite, seulement le début d'une vie où ils avaient à leur place, côte à côte. Les cicatrices qu'ils portaient ne disparaîtraient pas, mais elles racontaient maintenant des histoires de résilience et non plus seulement de douleur. Comme la terre qui, après la sécheresse, fleurit avec encore plus de vigueur quand viennent enfin les pluies.